va bientôt atteindre le million de membres assurés. Aujourd'hui, on accompagne des dizaines de milliers d'institutions publiques. Ça va du Parc national des Cévennes à Bercy, en passant par la CNIL. Tombe ensuite un appel d'offres majeur qu'on n'attendait pas du tout, qui était celui de l'Assemblée nationale. Et là, on se dit, waouh, ça serait la référence parfaite. L'Assemblée nationale, c'est 577 différentes entités, en fait. Et on met beaucoup de cœur dans cette première grosse réponse. 3 mois plus tard, on le gagne. Je suis Hugues Renaud et vous êtes dans Go No Go, le podcast pour tout savoir des appels d'offres publics et des entreprises qui chaque jour gagnent des marchés. Salut Augustin, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour le podcast Go No Go. Salut Hugues, merci beaucoup de me recevoir. Je suis ravi d'être là. On va parler de plein de choses, on va parler à la fois des appels d'offres, on va parler d'Alan, une boîte qui est assez fascinante. Si on parle un peu d'Alan pour ceux qui ne connaissent pas Alan, Ouais, bien il y en sûr. a peut-être quelques-uns encore. Ouais. Tu peux nous décrire un peu quel est le projet au départ et quelle est l'ambition maintenant? On s'est créé il y a maintenant 9 ans. On était la première nouvelle compagnie d'assurance depuis plus d'une trentaine d'années en France. Donc, il y avait de quoi faire. La mission, c'est vraiment de transformer la santé, de la rendre plus simple, plus fluide et surtout de faire de la prévention une norme. Concrètement, nous, on a créé une offre qui va combiner assurance santé et prévoyance d'un côté avec des services de santé et de prévention au sein d'un même espace intégré qui est notre application. Qu'est-ce que c'est un service de santé prévention? Ça prend plusieurs formes. Par exemple, nous, on va essayer de pallier certaines faiblesses du système de santé. Il y en a une qui est l'accès aux soins. Et l'accès aux soins, comment est-ce qu'on y répond? En te mettant à ta disposition, depuis l'application, ce qu'on appelle la clinique Alan, qui est un moyen de discuter par chat, un peu comme WhatsApp, avec différents types de professionnels de santé, que ce soit une sage-femme, un kiné, un spécialiste dermato ou autre. Et ça, vraiment comme si tu avais un médecin dans ta poche. Alors, ça peut prendre la forme du chat, ça peut prendre la forme d'une téléconsultation. On va aussi te proposer les grands mots d'aujourd'hui, c'est évidemment la santé mentale, c'est les troubles musculo-squelettiques. Et donc, on va te proposer des programmes qui vont t'accompagner sur plusieurs semaines en fonction de ta situation particulière. Et ça, nous, on croit énormément au fait de l'intégrer au sein d'un même espace pour que les gens les utilisent, en fait, ces services. Et c'est ce qui nous différencie, je pense, aujourd'hui de beaucoup de nos concurrents. Et puis aujourd'hui, voilà, on va bientôt atteindre le million de membres assurés. En France. En France et dans quelques pays. On est aussi présent en Belgique, en Espagne, au Canada, mais c'est clairement encore la France qui domine. Et donc, on a toujours choisi au départ un angle plutôt B2B, donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on accompagne des dizaines de milliers d'institutions publiques et évidemment d'entreprises privées de toute taille. Ça va du Parc national des Cévennes à Bercy, en passant par la CNIL, mais aussi des hôtels, des boîtes de conseil, du service à la personne. Et donc, c'est très varié. Et voilà, 9 ans qu'on existe et pourtant, toujours l'impression que tout reste à faire. Ce qui est assez marrant, c'est que tu as commencé dans des boîtes qui sont plutôt des grosses machines très institutionnelles. Ouais. Il y a une banque, JP Morgan, il y a un gros cabinet de conseil. Aujourd'hui, tu es en start-up. Mm. Je ne sais pas si on parle encore de start-up d'ailleurs pour Alan. Ouais. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu du Absolument. cheminement avant qu'on fasse plus un focus sur Alan? Ouais, bien sûr. En effet, j'ai commencé ma carrière en finance, d'abord de la banque d'affaires, puis j'ai rejoint un fonds de private equity. Et puis, au bout de 8 ans, une sorte de syndrome de l'imposteur. Je me retrouvais dans des conseils d'administration à côté de personnes qui avaient travaillé depuis plus de 20 ans dans une industrie particulière. Et je me sentais moins pertinent dans mon rôle. Je me sentais un peu en manque d'expérience opérationnelle. J'ai rejoint Alan après quelques étapes. Alan parce que j'ai été fasciné par l'ambition du projet, fasciné parce que Jean-Charles et Charles, qui sont les deux cofondateurs, ont réussi à mettre en place l'ambition qu'ils avaient, les personnes qu'ils ont réussi à attirer autour d'eux, et puis surtout l'intersection, je dirais, de l'assurance d'un côté, qui est une industrie dans laquelle on peut tout réinventer, tout refaire, et qui avait besoin de se réinventer, et puis la santé qui donne un sens un peu à ce qu'on fait. Tu commences à avoir pas mal d'expérience maintenant sur la réponse aux appels d'offres. Mm. Je ne sais pas s'il y a un ordre de grandeur de marché, de combien de marchés vous avez déjà répondu? On a dû répondre à un peu moins de 20. Ok, ce qui est déjà pas mal quand on sait les montants des marchés Ouais. et les volumes et l'impact que ça peut avoir derrière. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente en fait le poids des Ouais. contrats publics chez Alan? C'est devenu très important. C'est quasiment un tiers du business aujourd'hui. Et ça s'est fait en 2 ans. Nous,
un peu l'étoile, tu vois, c'est le nombre de personnes assurées. Ça, c'est votre North Star métrique, comme Ouais, on dit. alors ça l'était principalement au début. Évidemment, maintenant, il y a des notions de, tu vois, quel revenu tu vas associer à chaque personne, et puis évidemment la marge aussi. Mais globalement, si je simplifie, c'est un chiffre qui est très facile à traquer et qui est un bon indicateur de revenus. Donc nous, le public, ça va représenter à la fin de l'année près de 225 000 personnes. Ça fait un chiffre d'affaires qui dépasse les 200 millions là-dessus, donc ça devient très conséquent. Et alors, c'est assez marrant parce que tu dis que vous avez commencé au début, c'était très B2B, très Ouais, entreprise. Et pourquoi, à un moment, vous vous êtes dit, on pourrait aussi s'intéresser à des organisations, à assurer des membres d'organisations qui sont plus des entreprises, mais aussi des organisations publiques? ça a été un long cheminement et on a pu accélérer là-dessus avec la mise en place de ce qu'on appelait la réforme de la protection sociale complémentaire, donc dans la fonction publique. Et là, si je me concentre sur la fonction publique d'État, Par opposition? par opposition à la fonction publique territoriale et à la fonction publique hospitalière. Ok. Et donc là, l'objectif de cette réforme pour la fonction publique d'État, ça a été finalement d'aligner la pratique dans le public sur le privé. Dans le privé, depuis 2016, si tu as une boîte, des employés, en fait, tu dois leur proposer une complémentaire santé et financer à hauteur d'au moins 50%. Là où dans le public, jusqu'à maintenant, en fait, un agent, il était libre de s'affilier chez n'importe qui. En fait, il le faisait de manière individuelle. Et donc là, cette réforme, elle a amené en fait les différents ministères à mettre en place de très gros contrats collectifs obligatoires qui regroupent tous les agents au sein d'un même ministère. Et nous, on arrivait à peu près au moment où en fait, on se disait, bah, on a un produit qui commence vraiment à être très costaud. Je ne l'ai pas dit, mais notre produit, aujourd'hui, on a un Net Promoter Score, qui est une mesure de satisfaction qui est 10 fois supérieure à celle de la moyenne Et comment du ça marché de s'explique ça? l'assurance. Et ça s'explique, bah, je pense, déjà par l'obsession qu'on avait de remettre un peu l'utilisateur au centre de l'expérience, d'apporter beaucoup de transparence, tout en continuant à investir pour justement ajouter de nouveaux services de santé, de prévention, et puis surtout élever aussi les niveaux de service, que ce soit la vitesse de remboursement pour mieux protéger ton pouvoir d'achat, etc. Et donc voilà, on s'est dit, on a le niveau de maturité qui est bon pour apporter quelque chose en fait à ces employeurs publics et à leurs agents et essayer de répondre un peu à Et leurs ça, enjeux. c'était concomitant à la réforme de la fonction publique d'État. Donc là, vous êtes dit, banco, on y va. Ouais, exactement. C'était quasi concomitant. On est arrivé, nous, un peu plus d'un an en amont des premiers gros appels d'offres. On a rédigé une sorte de brief, en fait, 20 pages, pour un peu présenter l'opportunité au sein d'Alan, dire bah, voilà ce qui se passe, voilà le contexte, voilà le marché qui se offre potentiellement à nous, et voilà comment on suggère de se préparer pour y arriver, voilà nos objectifs, voilà l'équipe qu'il faudra pour le faire. Ça, c'est un travail de combien de temps? Ouais, à peu près 3 mois pour vraiment essayer d'appréhender un peu tout le contexte et de se former une conviction. Et donc là-dessus, on avait déjà rassemblé une petite équipe assez senior, très experte, avec tu vois, des expertises assurantielles, quelqu'un qui connaissait très bien la fonction publique. Moi, c'était pas du tout mon cas. Toi, tu jamais répondu à un appel d'offres. J'ai répondu à des appels d'offres privés, Ouais, mais mais un appel public, d'offres jamais. public, jamais. Euh, Mon background professionnel m'amenait pas du tout à connaître la fonction publique. Comme je te le disais, j'avais plus de ça, j'ai fait mes études et mes premières années professionnelles à Londres. Donc j'étais pas du tout au fait de ce qu'était vraiment la machine de l'État et je connaissais pas du tout le secteur. Et donc, voilà, on a un peu appréhendé tout ça à plusieurs. On a rédigé ce brief, on a validé l'opportunité. Et ensuite, on s'est dit, bon, bah, on a un an maintenant pour adapter notre produit, essayer de mieux comprendre les enjeux, faire donc les adaptations produits nécessaires, et puis se former, en fait. Qu'est-ce que c'est de répondre à un appel d'offres public? Qu'est-ce que c'est qu'un DC1, un DC2, une phase de candidature, une phase d'offre et, Ça, c'est énorme parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous contactent et qui, comme toi à cette époque, se disent ça peut être une opportunité de dingue pour mon business, mais ouais, honnêtement, j'y connais rien. ouais. Et vous, vous avez réussi, on va le voir, le passage de j'y connais rien à je gagne des marchés et ça devient une vraie ligne de revenus. Et donc, tu peux peut-être nous, si on zoome un peu sur je connais rien au DCE, comment tu découvres tout ça? Quel type de prestataires viennent Mm. t'aider? Quel type Ouais, ouais. d'exercice en interne vous faites pour mieux comprendre? Ouais, c'est une bonne question. Donc, une fois qu'on a validé l'opportunité, Euh, en fait, on a trouvé un petit appel d'offres. C'était en l'occurrence l'Institut national de la consommation. Et on y a répondu. On y a répondu avec notre cœur
de personnes de chez Alan qui sont habituées évidemment à aller débaucher des prospects, à essayer de les convaincre, etc. Mais on y a répondu, bah, en fait, un peu comme on aurait fait pour une entreprise du privé, en essayant de raconter une histoire, etc. Mais vous les connaissiez pas du tout en On amont, les il y avait connaissait pas rien. du tout, Ils s'attendaient pas à vous voir. ils s'attendaient pas à nous voir et on gagne l'appel d'offres. Bon, alors on se dit: «Bon, bah, génial, on a plutôt bien fait le boulot» et cetera. On était plutôt fiers de ce qu'on avait fait. Mais je me dis: «C'est pas suffisant, formons-nous de manière un petit peu plus, professionnelle». Donc on fait appel à un organisme de formation et là, on a une ancienne acheteuse qui vient nous voir dans nos bureaux et on passe une journée avec elle. On lui montre notre dossier, de réponse, INC et elle, honnêtement, je me souviens très bien du moment, elle a failli s'étouffer. Elle était catastrophée, de ce qu'on avait pu, produire et donc là, tu te C'est dis: quoi «OK». la principale juniorade, la principale boulette, tu vois, qui En t'arrive? fait, elle nous disait, «Non mais alors déjà, vous respectez pas du tout, l'ordre des questions, vous vous répétez en permanence, hem, la manière dont vous articulez, le cadre de réponse technique, le mémoire et cetera, enfin c'est n'importe quoi, c'est tout mélangé» et en effet, vous racontez une histoire comme si, vous aviez devant vous peut-être quelqu'un du privé et que c'est comme ça que ça se fait dans le privé, mais chez nous, bah, on a des questions, on veut des réponses, on veut pas plus. Et puis surtout, une fois que tu m'as dit quelque chose, je veux pas l'entendre de nouveau. Bon bref, heu, donc petit choc, et en même temps, on se dit: «Bon, bah, très bien, au moins ça sert à quelque chose». Tu m'as plusieurs fois parlé de cette formatrice. Ouais. Qui est-elle? Alors elle s'appelle Nadia, Nadia Touder, et Nadia, si tu nous écoutes, merci pour tout. Je pense que Nadia, elle a joué un rôle clé, dans le fait de nous amener bah, voilà, des gens qui répondaient avec le cœur, mais pas forcément, avec l'expérience et les codes, à une boîte qui arrive à mieux conjuguer, ces 2 aspects. Donc, on lui doit beaucoup et d'ailleurs, je pense qu'elle est prête à accompagner, plein d'autres, Et bon, on la entreprises. rajoutera à la petite annuaire qu'on a de tous les Super prestataires et marchés publics. et donc on fait cette formation. Alors, la formation, elle est très théorique et donc tout de suite, l'idée que tu as, c'est de te dire: «Bah, je vais de nouveau, trouver un Candidater? autre appel d'offres et candidater». On candidate. Là, on perd, sur le prix, on était très loin sur le prix. Mais l'avantage du public, c'est qu'une fois que tu perds, en fait, tu as le droit à beaucoup d'informations et donc là, commence à se mettre en marche une dynamique, d'itération, d'apprentissage, on fait une demande de rapport d'analyse des offres, on arrive à parler à l'AMO qui nous explique que là et là, bah, on a été un peu à côté de la plaque ou enfin, en tout cas sur le prix, voilà, surtout et qu'on pouvait améliorer nos réponses de cette manière. Tombe ensuite, un appel d'offres majeur qu'on n'attendait pas du tout, qui était celui de l'Assemblée nationale. Alors l'Assemblée nationale, ça rentre pas dans le cadre de la réforme, de la PSC. C'est un organisme, bon, c'est du droit privé, donc c'est un appel d'offres public, mais c'est pas la fonction publique d'État. Et quand tu dis on s'y attendait pas, c'est-à-dire que vraiment tu te connectes sur un jour sur une plateforme et tu le vois Voilà arriver. et ça tombe et là, on se dit: «Waouh!» Et on rappelle en fait cette acheteuse et on lui dit: «Heu, on va faire notre boulot dans notre coin, mais en revanche, avant de le soumettre, on va te demander de le relire et de nous faire des commentaires». C'est ce qui s'est passé, commentaires hyper pertinents, on améliore notre offre et cetera et on met beaucoup de cœur, dans cette première re grosse réponse et ensuite 3 mois plus tard, on le gagne, et là, ça a été, je pense un moment hyper fort, pour l'équipe. Ça faisait 1 an qu'on bossait en fait, un peu pas dans le vide parce qu'il y avait eu beaucoup d'apprentissage, mais les apprentissages, c'est gratifiant jusqu'à un certain niveau. Ce que tu veux à la fin, c'est quand même que ça se concrétise et que tu Tu le gagnes. sentais que tu allais pouvoir le gagner? Tu y croyais? Honnêtement, on espère toujours, un peu pouvoir gagner, mais encore une fois, on ne connaissait pas ce marché, on ne savait pas qui on avait en face de nous et on sentait bien que notre produit, il répondait à énormément, des problématiques, surtout que l'Assemblée nationale, c'est 577 différentes entités, en fait, parce que c'est tous les députés, donc c'est une complexité administrative très forte et ça, c'est des choses qu'on sait très bien gérer et donc on se disait: «On a vraiment quelque chose à apporter». Donc en tout cas sur la partie, service, gestion par rapport à la partie tarification, on devrait quand même bien se débrouiller et puis ensuite sur le prix, bah là, on a Vous aviez tarifé, appris quoi? comment? Vous aviez un peu appris par rapport aux On avait précédentes un peu fois? appris et puis, et c'est passé et là, ça a été, un peu le timing parfait parce que c'est une entité évidemment, hyper prestigieuse. Ça nous a mis, sur la carte, d'une certaine manière, avant les très, très, très gros appels d'offres ministériels et mine de rien, un acheteur, il a besoin d'être assuré et donc ça nous a donné une première re vraie référence. On en avait déjà beaucoup dans le privé, mais une vraie, référence dans le public et en fait,
2 mois après tombe le ministère de la Transition écologique, un peu plus vite que ce qu'on attendait. Et là, ça a été un travail de dingue. Un appel d'offres d'une très, très grosse complexité, c'est des Combien de temps centaines pour de répondre pour questions. vous? C'est généralement 45 jours, on te donne 45 jours. Là, ça nous a pris, bien les 45 jours parce que on avait beaucoup de choses à créer. Ils demandent un niveau de détail, assez délirant et ça d'ailleurs dans le public, ça vaut dans le public comme dans le privé, c'est toujours un énorme effort de créer un peu tes assets, que ce se Tu penses à quoi, par exemple? bah, alors déjà des réponses simples à certaines questions, des exemples de reporting, tu vas devoir, parfois donner, tu vois, ton bilan carbone et cetera et donc ça, c'est des choses qu'on n'avait pas forcément, nous et donc il faut aller un peu créer toutes ces choses-là. Et quand tu reçois l'appel d'offres, tu as 45 jours pour y répondre. Tu sais que c'est un travail de titan. Mmh. Comment vous vous organisez? Comment ça se passe? Vous libérez tout votre agenda, ça devient la seule et l'unique priorité? On était une petite équipe de 5 et en gros, on s'est quasiment pris une salle, en haut du building d'Alan, où personne nous dérangeait et on était un peu enfermés toute la journée. Hem On avait vraiment réussi à mettre tout le reste de côté et on a, donc plusieurs rôles dans l'équipe. On a tous un peu divisé, l'appel d'offres selon nos propres compétences et on a avancé de manière très progressive avec un enjeu très fort au début d'identifier très rapidement les bloqueurs produits éventuels, comment on allait les résoudre, et donc cette demande d'embarquer, les équipes produits, cette demande d'embarquer, pas mal de monde dans la boîte. Il faut aussi poser beaucoup de questions et le faire le plus rapidement possible. Donc tu dois, dès que l'appel d'offres arrive, rentrer dedans dans un niveau de détail, très fort pour essayer au bout d'une semaine, 10 jours, d'avoir quand même un retour de l'acheteur qui te permet toi d'avancer, d'affiner, heu et hem et donc 45 jours, tu soumets ton offre, tu es recontacté quelques semaines après, phase de Soutenance? négociation. Pas de soutenance? Soutenance, si. Alors, C'est quoi la différence entre les 2? bah, en fait, ça, c'était typiquement une des questions qu'on se posait. On connaissait pas on n'avait jamais fait de négociation. Moi, une négociation, je me dis: «Bon, bah, en gros, c'est une négociation». C'est-à-dire on te donne de l'information, éventuellement, on te dit: «Bah, est-ce que tu peux baisser ton prix pour arriver là?» Mais non, en fait, c'est pas du tout ça dans le public. C'est plus une occasion de se présenter et de répondre à des questions. Et pour nous, il y avait un vrai enjeu là parce que, On parle heu, pas de prix? on parle pas de prix. Non. OK, tu pas en train de revoir ta copie selon des conditions Non, alors ça se fait peut-être, tu vois, sur d'autres, marché, appel d'offres. marchés, ou autres, mais non, nous, globalement, on parlait pas de prix. C'était surtout des questions par rapport à notre modèle, faire une démonstration du produit, essayer je pense qu'ils avaient envie de mettre aussi un visage sur, bah, un acteur qui, pour le coup, était un peu nouveau et donc ça a joué un rôle important, je pense, parce que, comme je te l'ai dit, on était une équipe petite, très soudée. Contrairement à notre concurrence, on a un modèle, ce qu'on appelle intégré, c'est-à-dire qu'on est à la fois, assureur, gestionnaire, c'est-à-dire qu'on développe notre propre produit, c'est nous qui avons la main sur toute la chaîne de valeur et ça, c'est une différence par rapport à certains concurrents qui vont opérer en groupement avec un assureur, un gestionnaire, et je pense que c'est dans ces soutenances aussi que tu arrives à montrer, tu vois, ton niveau d'excitation, de motivation et puis que tu peux, aussi impressionner par la qualité des réponses qui sont données et pour ça, moi, j'étais entouré d'une équipe, extraordinaire. Quelle est un peu l'organisation et surtout comment est-ce que la culture Alan, qui est une culture, Mmh. vachement par l'écrit, une culture vachement digitale, aide à gagner des appels d'offres? Ouais, alors on a beaucoup itéré sur les différents, rôles et d'ailleurs, je suis toujours très curieux de comprendre comment, d'autres boîtes qui s'attaquent au public, répartissent les rôles. Est-ce que tu as plusieurs expertises? Est-ce qu'au contraire, tu préfères avoir une personne qui va, gérer un appel d'offres du début à la fin? Ça serait quoi Bon, juste les expertises pour qu'on comprenne bien? Tu parles de la candidature de l'offre? chez nous, ça serait alors, ça pourrait être ça, une sorte d'expertise administrative un peu, savoir gérer, des dossiers de candidature. En revanche, sur l'offre, bah, là, tu as plus besoin d'expertise assurantielle, d'expertise produit, d'expertise opérationnelle. En fait, nous, on a essayé de faire un peu un mix de tout ça avec, donc ce rôle de tender manager qui, typiquement reçoit les appels d'offres, va, gérer, l'administratif, gérer le processus de décision, c'est-à-dire le go, no go. En rassemblant les différentes, personnes. Donc les différentes personnes, c'est finalement le reste de l'équipe. Là, on va avoir, assurance, opération, produit dans une certaine mesure et une fonction un peu plus go to market. Et ça, vous donnez combien de temps pour prendre cette décision? Je dirais que de manière générale, ça va prendre, 3 jours, avec là l'objectif de
de pouvoir rapidement faire remonter les différents bloqueurs, mais aussi les attraits du deal, etc. Pouvoir socialiser ça avec nos équipes produits derrière. Donc là, c'est là que la culture Alan, elle prend tout son sens. On a une culture, en effet, comme tu disais, de l'écrit. Donc on va travailler beaucoup de manière asynchrone et on va utiliser, par exemple, pour ces décisions, une issue GitHub. GitHub, c'est surtout un outil qui sert aux devs. Nous, on l'utilise un peu comme un forum de prise de décision. Vous ouvrez un peu un forum dédié pour chaque potentiel Exactement. Voilà. appel Pour d'offres. chaque grosse décision, on va ouvrir une issue. Alors, il y a différents degrés d'urgence et différents degrés d'importance de la décision. Et pour ça, ça va être du Slack, ça va être du GitHub, ça va être. Mais GitHub, c'est vraiment là qu'on a l'habitude de prendre des décisions à plusieurs. Et donc, on va dire, tiens, sur cet aspect-là du produit, voilà ce qu'on observe. Est-ce que c'est OK pour vous, les équipes produits? Combien éventuellement ça nous coûterait de le mettre en place? Est-ce qu'on peut se permettre de faire ça? Quel type de priorisation on doit faire? Et ça, c'est la première phase. Et Ouais. ensuite, pour continuer à répondre, je crois que vous utilisez beaucoup l'IA. Ouais. Alors, dans la réponse, là, le rôle de Tender Manager, il est clé parce qu'il va un peu allouer les questions en fonction des expertises, mais aussi s'appuyer, c'est-à-dire essayer d'aller le plus loin possible seul, sur la base de réponses récentes, sur la base ouais, en fait, de toute la librairie, un peu de notre base de knowledge qu'on construit en accumulant cette expérience. Euh, et l'IA, bon, chez Alan, ça prend beaucoup de place de manière générale. Si je remonte un peu à la genèse, tu le sais peut-être, mais nos deux fondateurs sont à l'origine de Mistral. Mistral avec lesquels on partage des bureaux et dont on est très admiratif. Mais ça veut dire qu'il y a à peu près 3 ans, en fait, on s'est dit, si on devait recréer Alan aujourd'hui avec cette technologie, comment est-ce que, vertical par vertical, comment est-ce qu'on referait les choses? Et donc, c'est vraiment très, très, très imprégné aujourd'hui dans le quotidien de chaque Alaner. Je ne vais pas forcément décrire là tout de suite les différentes manières dont on l'applique, mais nous, alors ça va de, évidemment, reformuler, restructurer, surtout quand tu passes d'un cahier des charges à un autre. Tu as peut-être répondu à une question d'une certaine manière, mais là, la question, elle est un petit peu différente, etc. Donc là, ça peut être très puissant. Ça va être aussi parfois de l'analyse de DCE, et c'est là que vous nous faites gagner de plus en plus de temps d'ailleurs, on pourra en parler. Il y a un truc qui est assez marrant, c'est que nous, on s'est rencontrés il y a plus de 2 ans, au Ouais. tout début de l'aventure Tango. Est-ce que tu peux peut-être me raconter comment est-ce que tu as vu notre boîte évoluer? Parce que depuis quelques mois maintenant, on vous aide. Mm. Et au début, tu m'as tout de suite dit non. Vous avez Ouais. pris d'autres prestataires. Ça m'intéresse d'avoir un peu ce retour d'expérience. Non, déjà, je suis très admiratif du process. En effet, je t'ai rencontré avant même que tu arrives à l'idée de Tango, et je pense que mon approche avec Johan de vraiment d'itérer, d'étudier industrie par industrie, de rencontrer des gens, c'était vraiment très impressionnant. Et quand on vous a vu aboutir en fait sur le segment du public et notamment de la réponse à appel d'offres, c'était hyper logique pour nous de continuer à se parler. Et oui, en effet, ta première idée, ta première solution, elle collait pas du tout avec mes cas d'usage, mais c'est là que il y a eu un process itératif qui a été top, hein, dans le sens où je pense que tu as pris toutes nos remarques et en compte. On s'est revus régulièrement. J'ai eu plusieurs démos. Je me souviens très bien, à l'époque, ce qui comptait pour nous, c'était d'avoir un historique. Toutes les attributions. Voilà, toutes les attributions. On voulait pouvoir mieux anticiper en fait les appels d'offres à venir pour de la prospection, etc. S'il y avait un marché dont tu étais déjà aujourd'hui hyper fier, ça serait lequel? Ouais, on me pose souvent la question, c'est très dur d'y répondre. Je pense qu'il y a évidemment toujours l'excitation du premier, et puis ensuite, alors je pourrais te parler de l'INC, Tu mais te souviens quand tu l'as appris, l'ING? Comment tu l'as appris? l'INC, je m'en souviens, mais je me souviens encore mieux du moment où j'ai appris l'Assemblée nationale. D'ailleurs, j'étais en train de courir sur les quais, quasiment devant l'Assemblée nationale, et là, je reçois l'appel, et ça a été une émotion hyper forte. Je ne vais pas te dire que j'ai quasiment lâché ma petite larme, mais presque. C'était un très grand moment de joie parce que ça venait justement après un an de beaucoup, beaucoup de travail là-dessus. Très gros moment d'émotion. Ça, c'est le premier que tu Ça, c'est le découvres. premier. Mais après, bon, il y a évidemment le ministère de la Transition écologique parce que là, c'est un séisme en fait dans l'industrie. C'est-à-dire qu'on gagne ce premier ministère. C'était le tout premier quasiment de la réforme.
Et puis, et là, il y avait eu 6 mois. Après, c'est un an encore de travail acharné. Donc, c'était, voilà, ça a emmené Alan dans une autre dimension. Et pour ça, je m'en souviendrai éternellement. Je pense que c'était très fort. Ouais. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des marchés qui ont été très difficiles? Ouais, alors, bah, ils sont tous, le process est très difficile, en fait, la pression et puis c'est compliqué parce que, le public, c'est des enchères un peu aveugles. On n'a pas du tout d'indication, de retour sur le prix et donc en fait, on essaie de mettre sa meilleure offre et ça, c'est extrêmement, compliqué, pour les nerfs. Non, je dirais que le cauchemar des appels d'offres publics, c'est les recours, et les recours, on en a eu. Donc un recours, qu'on me comprenne bien, c'est quand on a annoncé à quelqu'un qu'il était le titulaire du marché, Ouais. les autres candidats ont une période de 11 jours pendant laquelle ils peuvent faire un recours. Exactement. Alors, tu as plusieurs types de recours. Ça, ce que tu décris, un référé. Et donc, c'est précontractuel. Donc, l'idée, c'est en fait de permettre, en effet, aux perdants de déposer un recours avant l'attribution du marché. Et c'est ce qui s'est passé sur plusieurs ministères sur lesquels on est intervenu, parce que, évidemment, quand tu viens chambouler un équilibre établi, bah, les gens ne se laissent pas faire. Et c'est un moment, alors surtout le premier, la transition écologique, c'est une joie énorme, qui est vraiment entachée très rapidement par, qu'est-ce que c'est que ça? Comment je me défends? Qu'est-ce que c'est qu'un référé, précontractuel? Qu'est-ce que le juge essaye de comprendre? Que me reproche ou enfin, c'est pas tant à toi qu'on reproche d'ailleurs, c'est souvent plutôt, À l'acheteur. à l'acheteur. Qu'est-ce qui est reproché? Est-ce que je vais devoir contribuer? Et donc, il a fallu répondre à toutes ces questions, dans un temps hyper court. Parce qu'il y a un cas de figure en fait où le référé a lieu, mais tu n'as pas le droit au chapitre, c'est que l'acheteur qui doit lui se défendre. Oui, Et donc tu es exactement, presque passif là où exactement. les perdants sont eux offensifs et toi tu dois juste attendre que Ouais. ça soit réglé. Alors là, en l'occurrence, on était aussi un peu mis en cause, donc et puis l'acheteur a tout intérêt, à t'impliquer dans la réponse, parfois parce que c'est tes services qui sont remis en cause, ou autre et donc là, il faut pouvoir apporter, enfin de quoi nourrir, la réponse et c'est, alors, je remets pas du tout en cause, la validité d'existence même des recours. C'est hyper important de pouvoir, faire ça. Mais parfois, tu te dis, enfin, c'est une perte de temps, une perte d'argent, et puis surtout, c'est un délai, de mise en place du contrat qui parfois, te met vraiment à mal opérationnellement parce que, les calendriers sont hyper, contraints et cetera et Parce donc, que le calendrier derrière n'a pas été retardé. non, l'objectif, c'était une mise en place, tu vois, au 1er janvier. La nouvelle tombe en juin et en fait, tu te mets seulement au travail à partir de la mi-juillet. Et ça, c'est beaucoup de temps de perdu et un niveau de stress dingue. Alors maintenant, avec le temps, tu apprends, tu as beaucoup plus de recul, beaucoup plus d'expérience. On a aussi de très bons avocats qui commencent à nous connaître, donc à qui on a moins besoin d'expliquer la nature de notre business, pourquoi est-ce qu'on et donc tu t'y habitues, mais c'est toujours, une expérience très désagréable. Et comment tu vois un petit peu l'évolution des marchés publics depuis maintenant les 2 ans auxquels tu réponds? Comment tu vois un peu les qu'est-ce qui va Ouais. changer? Qu'est-ce qui prend de plus en plus de poids? Alors j'aurais du mal à parler de tendance macro parce que, on a été très concentré sur certains types d'appels d'offres publics. Là, en allant vers la territoriale bientôt, je pense on va faire face à une plus grosse diversité d'appels d'offres, sachant qu'il y a aussi les établissements publics. En revanche, nous, on a senti une vraie différence d'attitude par rapport à nous. Typiquement aujourd'hui, on est sollicité dans des phases de sourcing, là où avant, tu vois, en amont de la réforme de la PSC, quand on a parfois voulu parler à certains ministères pour se présenter et expliquer notre approche, notre produit, on n'a jamais eu de réponse, etc. Là, aujourd'hui, on est plus régulièrement sollicité. On est parfois même, on nous demande parfois même de répondre à un appel d'offres. Et donc, voilà, c'est là que tu vois bien le pouvoir d'avoir, bah, en fait, déjà un Fais tes nom. preuves. Et puis surtout, c'était bien de les gagner, mais en fait, après, il fallait délivrer opérationnellement. Et c'est là, c'est peut-être ce qui nous rend le plus fiers, c'est que la promesse qu'on a faite, aujourd'hui, on la tient. Opérationnellement, ça se passe extrêmement bien dans ces ministères, malgré les tailles. Tu vois, transition écologique, c'est 60 000 personnes. La Bercy, c'est 130 000 agents. Donc, c'est des volumes énormes et on est sur quasiment les plus gros contrats français qui existent. Et ça se passe très bien. Et donc ça construit énormément de confiance, que ce soit avec les acheteurs, mais aussi les organisations syndicales auxquelles on est très confronté dans notre métier. Et forcément, une fois que tu as la confiance, bah, tout est beaucoup plus facile. C'est intéressant parce que
tu connaissais bien le déploiement et tout ce qu'il fallait mettre en place pour exécuter un appel d'offres gagné dans le privé. Mmh. Pour l'entreprise, quand tu le fais dans le public, qu'est-ce qui change? Alors, ce qui a changé, c'est que dans le privé, généralement, quand tu le déploies, tu fais face à des personnes qui ont déjà une solution en place et qui, en fait, on déploie une nouvelle, mais C'est vraiment du remplacement. voilà, c'est du remplacement. Là, on était, alors c'est pas le cas sur tout le public évidemment, mais pour les ministères, on était sur quelque chose de fondamentalement nouveau. Donc, tu avais une dimension technique très forte. Comment est-ce que tu fais pour mettre en place une solution qui techniquement fonctionne, limite l'implication des équipes RH, etc. Et puis un enjeu d'accompagnement humain extrêmement, extrêmement fort qui nous a amené à faire, tu vois, à nous déplacer dans plus d'une cinquantaine de villes en France. Là, aujourd'hui, sur Bercy, on fait 175 permanences sur tout le territoire, y compris les Drumcom, pour aller voir les agents et en fait les accompagner, leur dire, bah voilà, maintenant, voilà le produit qu'on va vous mettre dans les mains, voilà comment est-ce que ça fonctionne. Et il faut faire ça aussi pour les équipes RH qui n'avaient pas du tout à gérer cette obligation avant. Et l'enjeu, pour l'État, il est hyper important que cette transition, elle se passe bien, parce qu'en fait, si tu fais un appel d'offres, certes, tu peux essayer d'avoir le produit le moins cher en termes de cotisation, mais à la fin, si tes équipes RH, elles passent 2 fois plus de temps enfin, pas 2 fois plus, parce qu'avant, elles ne faisaient rien, mais elles passent énormément de temps à gérer cette nouvelle obligation, bah, tu vas te retrouver à devoir en fait embaucher de nouvelles personnes. Et ça, c'est évidemment une dépense supplémentaire pour l'État. Donc, nous, c'est ce qu'on essayait de limiter. Écoute, alors pour terminer, on a 2 choses que je veux te poser. La première, c'est que la semaine prochaine, on reçoit Julien Blanco, Ouais. qui est, en charge des marchés publics chez Edenred. Mm. Qu'est-ce que tu aurais comme question pour lui? Bah déjà, ça doit être assez costaud comme organisation. Et justement, je serais. C'est des centaines d'appels d'offres par an, ouais. Ouais, bah alors je serais. Vu qu'on est un peu, nous, dans cette phase de transition de comment on passe de quelques très, très gros appels d'offres à comment est-ce qu'on arrive à mieux appréhender du volume et à mieux scaler en fait notre organisation, aussi bien les rôles que nos outils, que en fait tout le matériel qu'on utilise pour répondre. Comprendre si lui a vu peut-être ce passage à l'échelle depuis le temps qu'il est là-bas et puis comment il organise les différents rôles au sein d'une équipe, qui gère du début à la fin s'il y a quelqu'un. Donc, des questions assez simples, mais finalement assez clés pour D'organisation pour bien scaler, quoi, l'organisation. Ouais, pour exactement. passer à l'échelle. Je sais pas si tu peux le dire, mais tu penses qu'à un moment, vous répondrez à combien d'appels d'offres par an avec la fonction territoriale? Là, on aimerait se mettre en ordre de marche pour pouvoir répondre à 5 appels d'offres en parallèle par mois, voire plus, sachant qu'il y a évidemment une saisonnalité forte dans les marchés. Dans la complémentaire santé, c'est très fréquent de voir des contrats commencer au 1er janvier. Donc en fait, si tu as envie d'être prêt au 1er janvier, bah, généralement, tu commences un peu avant l'été. Et donc là, mon enjeu, c'est de me dire, l'année prochaine, comment est-ce que je fais pour être le plus près possible et être en mesure de gérer ce qui ne va pas être 5 appels d'offres, mais peut-être 20 appels d'offres En même temps. en même temps. Et donc, il y aura évidemment des sujets de priorisation, mais il y a aussi plein de choses qu'on peut faire en amont pour essayer d'être prêt. Alors, tu peux embaucher évidemment, mais il ne faut pas que ce soit la réponse à tout. Il y a surtout comment est-ce qu'on gagne en efficacité, en productivité. Et là, l'IA aide. Le fait d'anticiper, justement, si tu sais qu'un appel d'offres arrive dans quelques mois, et puis, tu vois, il y a un concept qui est très important dans le public, c'est les AMO. Les AMO, ils vont pas réinventer un cahier des charges d'un appel d'offres sur l'autre. Donc, typiquement, si tu sais que, et c'est le cas dans la fonction publique territoriale, qu'il y a quelques AMO qui dominent, en fait, pour nous, ça a beaucoup de sens de regarder des appels d'offres passés. Parce qu'ils vont pas Et utiliser le même type de cahier des charges. a priori. Et donc, en fait, est-ce que je peux déjà commencer à préparer des réponses? Et donc, c'est un peu toutes ces problématiques qu'on essaie de mettre en place. Génial, vous poussez bien l'anticipation, quoi. Ouais, il faut. Très bien. Voilà. Écoute, merci beaucoup, Augustin, d'être venu. Merci Merci d'avoir à toi, raconté Hugues. un peu les dessous de l'aventure Alan. Et on a hâte de voir la suite alors. Ouais, et puis et surtout hâte de réussir la suite avec Tango. Et merci beaucoup à toi, Hugues, de m'avoir reçu. Merci.